Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, visite de terrain du ministre Mourana Souma. Il s'est rendu dans quelques directions relevant de son département. Il était question de s'imprégner des réalités opérationnelles et motiver les équipes. Amélioration des conditions de travail à la protection civile, c'est la remise des camions d'incendie et plusieurs autres engins. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous irons en région forestière pour parler de la gestion durable de la réserve de biosphère de Ziama. Une rencontre a eu lieu pour réfléchir à la stratégie durable de gestion des bas-fonds. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation a entamé sa tournée de terrain ce week-end. Pour cette première étape, le cap est mis sur les directions de l'Ansuten, de la SOGEB, du Wardip, de Télémo, de la Poste et de la Guilab. Objectif, s'imprégner des réalités opérationnelles, échanger avec les responsables et motiver les différentes équipes. Marie-Angélique Bangora, Aboubakar Sidi Kissouma. La tournée débute au cœur du département ministériel, précisément à la direction de l'économie numérique. Accueilli par les cadres, le ministre Mourana Souma engage des échanges francs et directs. Projet en cours, priorités et contraintes, tout est passé au peigne fin. Cap ensuite sur les structures techniques. À l'Ansuten, l'Agence nationale de sécurité des télécommunications et de l'économie numérique, les responsables présentent leur projet. Les zones blanches, ce sont des endroits reculés qui sont carrément à l'intérieur du pays où nos compatriotes n'ont pas accès aux services universels, notamment les services numériques. Donc pour les 100 premiers jours, le ministre souhaiterait qu'on engage tout le monde dont on dispose pour faciliter la couverture de ces zones-là. À la SOGEB, société en charge du backbone national, le ministre découvre les capacités techniques du réseau numérique et les enjeux d'interconnexion. Ici se joue une partie de la souveraineté numérique du pays. À Kaporo, le Wardip déroule son portefeuille de projets et de digitalisation. Le ministre apporte ses orientations et insiste sur l'impact concret pour les citoyens. Akipé focus sur Télémo, cette plateforme numérique de gestion des marchés publics, qui travaille en partenariat avec une entreprise rwandaise. La Poste guinéenne, quant à elle, s'engage dans sa mue numérique. Et la Guilab, la guinéenne de la large bande, continue de mener ses projets de connexion. Toutes les transformations engagées aujourd'hui dans le but d'atteindre le développement socio-économique du pays va être amorcée de façon accélérée avec monsieur le nouveau ministre Mourana Souma. Nous lui avons expliqué comment nous fonctionnons et quelles ont été surtout les contributions importantes de la Guilab. Monsieur le ministre a montré sa disponibilité à nous accompagner, à continuer à faire de la performance au sein de la Guilab et à continuer à baisser les tarifs comme nous l'avons fait ces dernières années. Cette descente sur le terrain permet au ministre Mourana Souma d'avoir une vision claire des acquis et des défis. L'idée est de mobiliser des investissements sous forme de PPP, partenariat public-privé, parce que c'est des services marchands, à l'effet d'agrandir le périmètre des activités du numérique, d'agrandir les activités de l'innovation, d'agrandir les activités de la communication dans la globalité. Il a été question aussi de voir d'autres projets qui relèvent de mon portefeuille. C'est le cas de Wardip, c'est le cas également de Hypocumment. Et Hypocumment, c'est cette application qui va être mise en place pour la passation automatisée des marchés publics, du plan de passation jusqu'aux opérations d'interface. Le Wardip également a des composantes 3 pour un financement de 60 millions par la Banque mondiale et pour un taux d'absorption de 13%. Nous devons aller pour tout de suite élever ce niveau d'absorption par les acquisitions, en boostant donc l'ensemble des composants de ce projet. Et donc tout cela signifie la Guinée à sa vision stratégique en termes d'économie numérique et en termes d'innovation qu'on va mettre en œuvre progressivement pour l'atteinte des objectifs consignés dans les piliers 3 et 4
du programme de développement Simandou 2040, qui devient le référentiel de développement de la Guinée dans tous les domaines. Cette immersion marque une prise en main rapide des dossiers du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Le séminaire interrégional sur l'analyse macro-budgétaire a officiellement ouvert ses travaux à Conakry. Cette rencontre de haut niveau réunit des experts venus de 19 pays africains. Le thème porte sur les défis liés au cadre budgétaire et aux dépenses à moyen terme. Le point avec Mamadi Gassama. Des spécialistes en finances publiques issus des 19 pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent dans la capitale guinéenne. Au cœur des échanges, les enjeux de la programmation budgétaire et la gestion durable des finances publiques. Le présent séminaire se propose d'identifier les principaux défis liés à l'élaboration des documents et des cadres budgétaires à moyen terme et de discuter des meilleures pratiques permettant leur intégration dans le processus budgétaire en vue d'améliorer la discipline, la transparence et la crédibilité des finances publiques. Durant 5 jours, les séminaristes mettront à profit cette rencontre pour réfléchir aux nouvelles orientations budgétaires de leurs États respectifs dans un contexte marqué par de fortes contraintes économiques et financières. Les échanges de cette semaine s'appuieront sur un cadre technique solide, notamment la haute note du Fonds monétaire international sur les cadres budgétaires à moyen terme, en plus des guides régionaux et manuels nationaux développés avec l'appui de notre division sur les cadres pluriannuels. Ce rendez-vous de Conakry doit servir de cadre privilégié de dialogue, de partage d'expériences et de co-construction de solutions communes au bénéfice des 19 pays participants. Pour la Guinée, comme pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, ces enjeux sont déterminants. Ils conditionnent notre capacité collective à internaliser des règles budgétaires vertueuses, à respecter nos objectifs de soutenabilité à moyen terme et, in fine, à renforcer la crédibilité de nos États auprès des investisseurs et des partenaires techniques et financiers. Les conclusions issues des travaux devraient ainsi contribuer à asseoir les bases d'une gestion plus rigoureuse et plus anticipative des dépenses publiques face aux défis économiques auxquels sont confrontés les États africains. Vulgarisation des rapports ITIE 2022-2023 dans les zones minières. Les missionnaires viennent de présenter ces 2 rapports à Kouroussa et Mandiana en présence des populations et autorités. Ces rapports sont axés sur les taxes payées par les industries minières. Moussa Kouyaté, reportage. L'étape de Kouroussa a été présidée par le secrétaire général de la préfecture en présence des responsables des communes rurales, des acteurs de la société civile. Une campagne vivement saluée par les autorités de la ville de Kamaralaï. Nous avons vraiment intérêt de savoir l'impact de ces sociétés minières dans la vie quotidienne de nos populations. Nous, en tant que coordinateurs des activités menées par les différentes collectivités, nous devons nous rassurer que ces montants sont effectivement arrivés à destination pour qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé et aussi pour qu'ils s'intéressent vraiment à ces rapports de 2022 et aussi de 2023. Nous sommes beaucoup satisfaits par rapport à la vulgarisation de ces différents documents et à la sensibilisation. Ça aidera aussi les communes à la sensibilisation de sa population en matière de taxes. Ces taxes permettent à la commune de réaliser beaucoup de projets. Même opération ici à la préfecture de Mandiana, une autre ville minière, pour informer le public sur les paiements effectués par les sociétés minières. C'est une activité qui est très importante. Dans ce sens, ça permet d'édifier non seulement les sociétés, mais des élus aussi, également des gens qui sont entre la société et la communauté. Alors là, si cela continue à chaque fois, c'est extrêmement important. Ça nous informe, ça nous renseigne et chaque fois, ça nous donne une idée sur l'évolution des activités dans les sociétés minières. C'est une opération que nous saluons et que nous mesurons à sa juste valeur. Elle s'inscrit dans la dynamique amorcée par le CNE depuis le 5 septembre, qui consiste à rendre compte de la gestion, à informer les citoyens par rapport
à la chose publique. La mission est attendue à Kirouani, la cité d'Almami Samouri Touré, pour le même exercice d'information basé sur la transparence. Par ailleurs, remise de camions d'incendie et plusieurs autres engins à la protection civile. Les régions et les préfectures sont les principales bénéficiaires. Ces moyens logistiques vont renforcer la mobilité et la protection des personnes et de leurs biens en cas d'incendie et autres sinistres. Alpha Isiagaba, Suleiman Kondi. Des camions d'incendie, des ambulances, ainsi que des bus destinés aux cadres déconcentrés de la protection civile. Ces engins viennent répondre aux besoins pressants des populations de l'intérieur du pays confrontées aux incendies et à d'autres sinistres, souvent sans moyens d'intervention adaptés. Il s'agit d'une réponse concrète de l'État à des phénomènes récurrents devenus préoccupants. Ces engins vont contribuer à améliorer de manière qualitative de notre efficacité dans la gestion des urgences et autres crises auxquelles les populations, les biens et l'environnement sont confrontés au quotidien. Un grand merci à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, pour l'acte de souveraineté qu'il vient de poser pour le présent et le devenir de la protection civile guinéenne. Le déploiement de ces équipements dans les préfectures du pays s'inscrit dans la vision du président Mamadi Doumbouya, qui entend renforcer les services de secours et assurer une meilleure protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'est la toute première fois que les services de la protection civile bénéficient d'un nombre aussi important d'engins neufs sortis d'usines, mis directement à leur disposition. Cette avancée majeure est rendue possible grâce à la nouvelle dynamique engagée au sommet de l'État et sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dont la vision et l'engagement en faveur de la modernisation de nos forces de sécurité produisent aujourd'hui des résultats concrets. Sur place, le ministre Ahmed Mohamed Wouri Diallo a exhorté les soldats du feu à faire preuve de professionnalisme et de rigueur, un message qui traduit la volonté du gouvernement de soutenir et de moderniser durablement la protection civile. C'est un moment d'émotion et de souvenir. Les retrouvailles des sages polis 90-2000 à l'amphithéâtre Kames de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une rencontre placée sous le signe de la confraternité et du développement national. 30 ans après, ces anciens étudiants guinéens ont choisi de transformer la nostalgie en réflexion sur l'avenir socio-économique du pays. Son assaillant. L'amphithéâtre du Kames de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a servi de cadre au congrès international des sages polis 90-2000, une rencontre marquant les retrouvailles 30 ans après des anciens étudiants guinéens des promotions 1990-2000. Un rendez-vous chargé d'émotions mais résolument tourné vers l'avenir du pays. Ce congrès consiste à consolider nos relations avec tous les étudiants qui ont connu Gamal Abdel Nasser de 90 à 2000. Retisser nos liens qui a été toujours notre mission. Rendre hommage à la Guinée qui nous a donné notre première formation universitaire. Se retrouver en grande famille, c'est pour prouver aux étudiants, la nouvelle génération, ils doivent s'inspirer de nous. Parce que le lien de fraternité qui se trouve actuellement entre nous, et les gens sont venus de partout dans le monde, on dirait comme si nous étions de même famille. Venus de Guinée et de la diaspora, les participants ont célébré 3 décennies de parcours professionnel et de fraternité. Au-delà des accolades et des souvenirs, les échanges ont porté sur les défis de développement socio-économique de la Guinée. Au sein de l'université Gamal Abdel Nasser, nous étions ici, des jeunes étudiants, nous avons fait une vie au sein d'un campus et maintenant nous sommes allés dans le monde. Nous avons eu à acquérir des connaissances, venir rencontrer nos amis qui sont restés ici, leur dire que bon voilà, nous sommes venus, nous avons des expériences, aller dialoguer avec nos camarades et voir comment nous autres, nous pouvons aussi participer au développement harmonieux de la Guinée.
Ces retrouvailles ont ainsi pris une dimension engagée. Les anciens étudiants affichent une volonté affirmée, mettre leurs compétences et leur expérience au service du développement national et contribuer activement à la construction de la Guinée de demain. Et pendant ce temps, de nouveaux étudiants de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba ont été officiellement installés. Au nombre de 504, ils seront formés en santé animale, en agroalimentaire et en production agricole. La suite sera de devenir des docteurs d'État et d'ingénieurs. Les échos avec Mamadou Paté Baldé, notre correspondant à Mamou. L'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba accueille ces nouveaux étudiants. Admis aux examens nationaux session 2024-2025 de série sciences expérimentales et mathématiques, ils sont 504 dont 191 filles à être orientées cette année dans cet institut. L'organisation de cette journée a pour objectif de faciliter l'intégration académique, administrative, sociale des nouveaux étudiants au sein de l'ISMEV de Dalaba. Repartis dans le département de médecine vétérinaire, technologie et contrôle des produits alimentaires et pêche et aquaculture, ces nouveaux étudiants seront formés en santé animale, en agroalimentaire et en production aquacole, sanctionnés par des diplômes de docteurs d'État et d'ingénieurs. Chers nouveaux étudiants, aujourd'hui marque le début d'un chapitre de votre vie. Vous entrez dans une institution d'excellence, mais aussi dans un espace de responsabilité et de rigueur. Être étudiant ici, ce n'est pas seulement suivre les cours, c'est adopter une attitude et respecter un cadre. Pour faciliter leur intégration et leur formation académique au sein de l'ISMEV de Dalaba, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis au point des réformes importantes pour permettre aux apprenants de répondre aux besoins des pays en matière de santé animale et agroalimentaire. J'ai choisi la technologie alimentaire car pour moi, la sécurité alimentaire est la première sécurité la plus importante. Pour être en santé, il faut manger des aliments sains. Au terme des travaux, les nouveaux étudiants ont bénéficié des séances d'information sur les programmes d'études, les exigences de la formation ainsi que les perspectives professionnelles offertes par l'ISMEV à l'issue de leur cursus universitaire. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants de l'ISAV de Farana. Les travaux de reconstruction de l'Institut sont lancés sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour rappel, il y a quelques jours, le dortoir des étudiants avait pris feu et rien n'a été épargné. N'est-ce pas, Ibrahima Oulem Fofana? À l'ISAV de Farana, l'heure est à la restauration du dortoir des étudiants qui a pris feu ce samedi. Ici, cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et autorité de ce temple du savoir s'activent sur le terrain. Des travaux démarrés suite à la visite du Dr Diaka Sidibé en faveur des étudiants sinistrés. Tous les étudiants, nous remercions le gouvernement, plus particulièrement Madame la ministre Dr Diaka Sidibé et les autorités de notre institut. Madame la ministre nous a promis hier et dès aujourd'hui, les activités démarreront pour la réhabilitation de notre doctorat. Vraiment, nous la remercions. La directrice, comme d'habitude, c'est notre maman, elle est tout le temps à nos côtés, elle ne nous a jamais laissés. Depuis la nuit du samedi, on l'a appelé que notre bâtiment a pris feu. Elle était en déplacement, elle s'est précipitée pour être là. Et jusqu'à l'instant, elle est toujours là, elle est à notre côté, elle nous soulage vraiment. Autre effort consenti par la direction générale de l'ISAV de Farana en faveur des étudiants est cet éclairage. Des banquettes également construites, des salles de classe illuminées à travers un système solaire pour apprendre nuitamment. Lorsque la nouvelle administration est arrivée, la directrice générale et moi-même, secrétaire général en 2022, il y avait un grand défi à relever. C'était premièrement le logement des étudiants, le logement des enseignants, aussi l'éclairage, puisque comme vous savez, la ville de Farana fait face à une pénurie d'électricité compte tenu de l'insuffisance de la production au niveau du barrage. On utilise un groupe électrogène ici. Cela consomme énormément en carburant. Donc, on s'est tourné vers le solaire puisqu'il ne manque pas de soleil à Farana. La chef de département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au chevet des étudiants
a promis l'intervention de l'État. Ici, à Farana, autorité régionale toujours auprès de la direction générale de l'ISAV pour trouver une issue favorable. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale était sur le terrain. Alpha Bakar Bari s'est rendu au complexe de formation professionnelle de Nongo où il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour l'ouverture très prochaine de cet établissement offert à la Guinée par le roi Mohamed VI. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Symbole de l'amitié guinéo-marocaine, le complexe de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et BTP de Nongo va bientôt ouvrir ses portes aux apprenants après de longues années d'attente. Le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en fait une priorité. La visite de terrain en compagnie du diplomate marocain a permis de prendre connaissance de l'état des équipements et des infrastructures tout en rassurant les encadreurs. C'est un sentiment de joie pour moi et mon équipe. Le recevoir aujourd'hui nous montre que vraiment il a un objectif bien visé sur le développement de l'enseignement technique et professionnel de notre pays. On a vraiment hâte de faire fonctionner cette école qui a duré durant des années, complètement fermée. Et s'il vient aujourd'hui nous exprimer son souhait de faire fonctionner cette école, c'est un sentiment après le Ramadan, c'est un sentiment de joie pour nous. Entièrement équipé, le complexe de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et BTP de Nongo va permettre de former des techniciens qualifiés dans des secteurs porteurs d'emploi dans un contexte de forte demande. Sur le terrain, les dernières instructions sont données, tout doit être mis en place pour l'opérationnalisation rapide de cette école. Cette école représente d'abord la qualité de nos relations avec le Royaume du Maroc, qui nous l'a offerte il y a assez longtemps, dans le cadre des activités de la Fondation Mohamed VI. La Guinée a promis de l'opérationnaliser avec la coopération technique marocaine. Il se trouve qu'il y a très longtemps que cette école attend d'être lancée. Aujourd'hui, nous sommes là pour que nous commencions par les défis et cette école est un de nos défis. Affichant de grandes ambitions pour ce complexe de formation professionnelle, le ministre Alpha Bakar Bari entend travailler étroitement avec le secteur privé pour son développement tout en misant sur des formateurs de haut niveau dans l'encadrement des apprenants. Toujours dans le domaine de l'éducation, les rideaux sont tombés sur le concours national de dictée PGL. Hadja Karimata Baldé et Tidjane Khalil Keita sont sacrés champions. Ils vont représenter la Guinée à Montréal, au Canada, au mois de mai prochain pour le concours international. Abdelaziz Baldé, reportage. 63 élèves venus de toute la Guinée compétissent pour décrocher 2 places pour le Canada. Devant plusieurs invités et acteurs de l'éducation, la première lecture des dictées PGL est effectuée par le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de célébrer ce qu'on appelle l'excellence académique. C'est un concours de dictée qui est un événement important qui vise à promouvoir la maîtrise de la langue et à encourager les élèves à développer les aptitudes au niveau de l'orthographe, la grammaire et la syntaxe. Encourageons la lecture chez nos enfants. Éloignons-les des écrans et des téléphones qui deviennent aujourd'hui un véritable fléau pour l'apprentissage. Un enfant qui lit est un enfant qui découvre, qui pense, imagine et construit son avenir. Cette compétition est à sa 3e édition en Guinée, la 35e au niveau international. C'est une fierté, à la fois une joie que la Guinée pérennise cette activité. C'est le moment aussi de remercier nos autorités qui commencent à s'intéresser activement à cette activité et qui prennent le temps d'être là. Après la dictée, place à la correction. Ici, tout se passe à l'allure d'un examen national. En attendant la proclamation des résultats, la générale Aminata Diallo, l'une des invitées, échange avec les élèves, parfois sur sa carrière. Quelques minutes plus tard, le jury arrive avec les résultats. Tidjane Khalil Keita de la Sainte-Marie et Hadja Karimata Baldé de la Plume représenteront la Guinée à Montréal, au Canada. Je suis très émue aujourd'hui, très contente. Dans tous mes rêves, ce que je préférerais, c'est de gagner le trophée au Canada. C'est un sentiment de satisfaction. Surtout, cette fille-là, elle dit qu'elle voudrait bien faire l'armée. Donc moi, c'est vraiment un honneur pour moi et c'est un honneur pour l'armée que ce concours-là puisse être rapporté par cette jeune fille qui ambitionne d'être comme nous. Cette 35e édition de la dictée PGL pour Gérin Lajoie
va connaître la participation d'une cinquantaine de pays venus à travers le monde. Humanitaire, le Rotary Club de Conakry et Rotary Club de Ratouma ont offert des fourrages à des écoles primaires publiques. Il s'agit de l'école primaire de Kissoso-Bafon et l'école primaire de Somfonia 2, un geste qui s'inscrit dans l'amélioration de l'hygiène et le cadre de vie des apprenants. À la cérémonie de remise officielle des kits avec nos reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Fidèle à sa vocation de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, Rotary Club Conakry offre un fourrage à l'école primaire de Kissoso-Bafon. Ce geste répond aux besoins criards de l'eau, source de vie, dans le milieu scolaire. Il améliore l'hygiène et le cadre de vie de plus de 2000 élèves afin de prévenir et préserver la santé des tout-petits et leurs encadrants. Tout comme les manuels scolaires ou autres matériels didactiques, l'eau également a un impact sur la qualité des enseignements et des apprentissages dans nos concessions scolaires. C'est pour vous dire que les 1022 élèves de cet établissement et les 25 encadrants pourront désormais étudier dans des conditions décentes. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. Et quand cela est fourni à un établissement de cette taille, nous arrivons donc à adresser plusieurs sujets. Nous arrivons à adresser le sujet de l'accès à l'eau potable. Nous améliorons les performances des élèves de cet établissement et nous luttons également contre les maladies. Deuxième étape, l'école primaire publique de Somfonia 2. Ici, c'est un autre forage qui est offert. L'ambiance est bon enfant. L'objectif de ces actions, c'est de donner aux élèves un environnement scolaire décent, de permettre aux familles d'avoir accès à l'eau durable. Ces gestes sont les fruits de la collaboration des Rotariens et leurs partenaires financiers. Ensemble, ils entendent élargir l'adduction d'eau potable à 100 établissements scolaires dans le pays. Célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer infantile. Cette journée s'impose comme la mobilisation mondiale pour sensibiliser à la réalité des cancers pédiatriques et soutenir les familles confrontées à cette épreuve. À l'occasion pour la Fondation Daifatou de redonner du sourire aux enfants atteints de cette maladie. Tierno Maroufba, reportage. À chaque 15 février, l'humanité célèbre la Journée mondiale du cancer infantile. Ici au CHU Donka, la fondation Daifatou d'Aminata Kamara, basée aux États-Unis d'Amérique, apporte son soutien aux enfants atteints de cette maladie. Lors de la célébration de cette journée, ces enfants quittent les lits pour passer des heures avec des jouets. Je remercie beaucoup. On remercie vraiment pour les cadeaux. C'est pas la première, ça fait la 3e fois que, en tout cas, moi je reçois. Je dis toujours encore Dieu merci et merci aussi à Daifatou. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. À toutes les fois qu'il y a une activité comme celle-là, il y a chez l'enfant production d'une hormone, l'endorphine, qui est base d'un traitement contre la douleur. Donc, tout le bien qu'on fait aux enfants, c'est non seulement pour un sourire, mais c'est aussi pour le soulagement au niveau des douleurs qu'ils peuvent avoir. Depuis des années, cette fondation à vocation humanitaire est à la recherche des ressources pour assister ces enfants hospitalisés dans cette unité d'oncologie pédiatrique du CHU Donka. Secourir les tout-petits, c'est le combat quotidien de la fondation Daifatou d'Aminata. Donc on est venu pour donner un peu de sourire. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer infantile. Donner un peu de soulagement aux enfants à travers des jeux, des activités et des dons. En Guinée, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, le cancer chez les enfants est une réalité encore trop méconnue du grand public et sous-diagnostiquée. Les données disponibles indiquent que chaque année, plusieurs enfants développent un type de cancer qui a besoin d'un traitement adéquat. Dans le même registre, l'Ordre des pharmaciens de Guinée a tenu son assemblée générale ce week-end au centre Radia Mafouri Bangora, une rencontre statutaire qui a réuni les membres du bureau et des pharmaciens venus des différentes régions du pays, ainsi que des partenaires du secteur de la santé. À l'ordre du jour, la présentation du bilan des activités menées au cours de l'année 2025. Le point avec Radia Toubari.
C'est un rendez-vous stratégique pour le secteur pharmaceutique. Réunis en assemblée générale, les membres de l'Ordre des pharmaciens de Guinée ont dressé le bilan de l'année 2025 et fixé le cap pour 2026. Dans un contexte marqué par la lutte contre la circulation de médicaments de qualité inférieure et la prolifération d'officines non conformes, le nouveau bureau affiche sa détermination. Le Conseil de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée est l'institution garante de la déontologie, de la moralité. Il représente les pharmaciens auprès des autorités et gère la discipline. Parmi les décisions majeures annoncées, le recensement national des officines et la relance des pharmacies de garde. 2 opérations d'envergure qui couvriront toutes les régions du pays. Les activités prioritaires que nous avons en vue, c'est le recensement général de l'ensemble des pharmaciens du Guinée et les pharmacies d'officine. Mais en plus de tout ça, il y a le code de déontologie pharmaceutique dont notre bureau a eu l'honneur de parachever l'élaboration et la validation. Dans la salle, les pharmaciens saluent une mesure attendue et promet un accompagnement ferme. On l'a dit et on ne cessera jamais de le dire, la volonté politique que nous avons constatée pour le secteur pharmaceutique par les nouvelles autorités, on n'a jamais eu, la Guinée n'a jamais eu cette volonté politique. Et une volonté politique doit être soutenue par les acteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, le gouvernement a pris des dispositions pour la lutte contre le marché parallèle et les pratiques illicites. Ce qui a manqué il y a quelques années, nous l'avons aujourd'hui. Nous avons la volonté politique. Cette volonté politique qui permet aujourd'hui au secteur pharmaceutique de mieux se porter. Cette volonté politique aujourd'hui qui nous donne la possibilité d'être fiers d'être pharmaciens. Avec cette assemblée générale, l'Ordre des pharmaciens de Guinée entend envoyer un message clair, structuré, réguler et sécuriser le secteur pharmaceutique pour mieux protéger la santé des Guinéens. Je vous l'annonçais dans les titres, la gestion durable de la réserve de la biosphère de Ziama est au cœur des préoccupations. Une rencontre de restitution des résultats des activités d'arpentage des bas-fonds exploités à l'intérieur de la réserve s'est tenue au Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou. Il s'agit de faire un partage de conclusions des enquêtes menées sur le terrain. Lancé Kamisoko, Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Durant 2 jours, près de 150 participants issus des 32 villages riverains de Ziama, des autorités locales, des services techniques de l'État, ainsi que de partenaires échangent autour des défis liés à l'exploitation des bas-fonds dans la réserve. Les études présentées révèlent une pression croissante sur l'écosystème. Face à ce constat, des mesures urgentes s'imposent. Force est de constater que les bas-fonds de la réserve subissent depuis plusieurs années une pression accrue liée à des activités d'exploitation incompatibles avec les objectifs de conservation. Ces pratiques ont entraîné une dégradation progressive des habitats. L'objectif général de cet atelier est de restaurer la transparence et la confiance entre les acteurs en présentant les résultats de l'arpentage, en discutant des impacts observés et en constituant une stratégie de gestion durable des bas-fonds. Conformément à la politique de gestion durable des ressources naturelles du ministère de l'Environnement et du Développement durable, cette rencontre mise sur l'accompagnement des communautés vers des activités alternatives moins nocives sur l'écosystème forestier. Il y a des réflexions nationales pour faire évoluer les aires protégées sous des statuts, donc le statut de parc. Et l'autre projet, c'est de permettre le financement d'activités génératrices de revenus aux personnes qui souhaiteraient volontairement quitter les bas-fonds pour faire diminuer cette pression sur la forêt dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes en train de mettre en place une stratégie d'accompagnement pour mettre le développement des cultures pérennes, le développement des cultures maraîchères pour les accompagner. Parce qu'ils vivent à l'intérieur, ils sont dans la réserve, ils sont dans les bas-fonds, mais comment faire en sorte que de façon volontaire, qu'ils quittent et qu'ils viennent développer les activités au niveau de la zone de transition, qui est la zone de développement durable. Financé par l'Agence française de développement, ce projet est mis en œuvre par Fauna and Flora en collaboration avec le GRET, Guinée Écologie et le Centre forestier de Zérékoré.
Améliorer la collecte des ordures et la gestion des déchets. Le sujet était au centre d'une réunion de travail qui s'est tenue au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et des Hydrocarbures. Les participants cherchent à comment professionnaliser les acteurs de l'assainissement et rendre la collecte plus efficace. Compte rendu, Mariam Kamar. Rendre effective la salubrité publique de nos villes, telle est la mission qui anime le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et des Hydrocarbures. Les autorités du département harmonisent leurs actions avec les différents acteurs du secteur. Au cœur des discussions, la refonte des critères d'agrément et la certification des PME de collecte ont été au centre des débats. L'accent a également été mis sur l'insuffisance des bacs à ordures et la nécessité de développer le tri à la source. On s'est engagé et on a mis en place un plan d'action. C'est que d'ici 3 mois, d'ici fin mars, que Conakry soit vraiment propre, que cela aussi soit répercuté à l'intérieur du pays. Cette rencontre a également mis à l'honneur les agents de salubrité publique. L'objectif, redonner ses lettres de noblesse à ce métier, créer une émulation et susciter de nouvelles vocations. Nous avions beaucoup de questions à poser. Ces questions ont été répondues avec satisfaction. Et là, aujourd'hui, nous avons un ministre qui parle de nous, qui nous met en valeur. C'est vraiment satisfaisant. Au titre des recommandations, il y aura une accélération de transfert pour éviter que les PME arrivent à ne pas dépoter et que les points de regroupement et les zones de transit et de tri soient désengorgés au fur et à mesure. Et les communes aussi seront mises à contribution pour assurer le transfert. Cette réunion doit déboucher dans les prochaines semaines sur une stratégie globale de professionnalisation du secteur. Une feuille de route indispensable pour répondre aux attentes légitimes des populations en matière de cadre de vie et de santé publique. C'est un dîner gala placé sous le signe de l'amitié et de l'unité nationale organisée à Conakry. La cérémonie est à l'initiative de la structure GMD pour magnifier les actions de développement du président Mamadi Doumbouya. Reportage de Aboubakar Diaby et Monlaï Souma. C'est une marque de reconnaissance symbolique adressée à la jeunesse pour la modernité et le développement de la Guinée. Ici, au chapiteau du Palais du Peuple, ce dîner gala placé sous le signe de l'amitié et de l'unité nationale se tient pour féliciter les efforts remarquables des citoyens pour leur contribution au développement amorcé par le président Mamadi Doumbouya. Donc, tout ce que je peux dire à la jeunesse d'abord, de la diaspora d'abord, tout le monde n'a qu'à rentrer aujourd'hui, c'est maintenant. Maintenant, nous, notre mission aujourd'hui, c'est comment les 7 années-là qui a été donné, qui a été confiée au président Mamadi Doumbouya, comment aller dans ces 7 ans, dans l'union, dans la tranquillité, dans la paix, pour que nous les Guinéens, c'est la raison pour laquelle, c'est ça le thème, c'est le cœur que nous avons scellé, c'est cette union aujourd'hui qu'on est en train de partager aujourd'hui. Cette cérémonie de réjouissance suscite une grande joie chez les participants venus de tous les secteurs socio-économiques du pays. Chacun représente avec fierté son entité pour formuler des vœux et prières en faveur de la réussite de ce premier mandat de la 5e République. Dans un premier temps, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour, qui nous a permis de mettre à la magistrature suprême de la République son Excellence Mamadi Doumbouya. Nous prions Dieu que Allah lui donne la santé nécessaire, qu'Allah lui donne l'énergie nécessaire et l'intelligence nécessaire pour porter tous les bons projets qu'il a pour la Guinée et les Guinéens. Du haut de cette tribune, il est question aussi de revenir sur l'ensemble des projets de société réalisés sur le plan infrastructurel et superstructurel depuis le 5 septembre 2021. Elle constitue une soirée de réflexion pour coordonner les interventions en vue d'accompagner le président Mamadi Doumbouya dans sa vision de refondation et de développement socio-économique du pays. Dans l'actualité également, à quelques heures du mois sacré de Ramadan, le Comité national d'observation de la Lune a tenu une importante réunion avec les leaders religieux des différentes communes de la capitale. C'est pour harmoniser les décisions et rassurer les fidèles sur le strict respect de la date officielle qui sera annoncée pour le début du Ramadan 2026. La rencontre a également permis d'annoncer la clôture des inscriptions pour le Hajj 2026. Soriba Bangora, Marwan Kamar. Autour de la même table, membres du comité d'observation de la Lune, imams et responsables religieux communaux.
Une rencontre stratégique à quelques jours du mois béni du Ramadan et le carême. L'objectif est simple, éviter toute divergence dans l'annonce du premier jour de jeûne et garantir l'unité des fidèles sur l'ensemble du territoire national guinéen. Aujourd'hui, le comité d'observation, y compris les 13 communes de Conakry et les autorités du secrétaire des affaires religieuses, se sont réunis ici pour en parler et prendre toutes les dispositions et assurer le peuple de Guinée que l'instruction ferme est déjà donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que nous respectons les orientations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui concerne le musulman. Et prendre aussi les dispositions afin que les chrétiens puissent commencer aussi le carême dans les meilleures conditions. À l'issue de la réunion, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a mis l'occasion à profit pour annoncer la clôture de l'enregistrement des candidats pour le Hajj 2026, mais aussi remercier le président de la République pour son assistance au pèlerinage. Le Hajj est déjà clos au compte de 2026. Il n'y a plus de possibilité d'enregistrement ni paiement. Donc nous informons toute la population croyante de Guinée de s'abstenir à écouter quiconque leur dit qu'il y a une possibilité de place, de savoir que ce n'est pas vrai. Cette double annonce permet de sécuriser les préparatifs religieux et d'apporter la sérénité aux fidèles. La date officielle du début du Ramadan 2026 sera communiquée après l'observation lunaire. Sport foot pour terminer. La finale du tournoi de la fraternité organisée par la compagnie Tchalco SA s'est jouée à Boffa. Elle a opposé l'équipe de la sous-préfecture de Kolia à celle des vétérans. La démarche vise à renforcer davantage les liens d'amitié et de cohésion sociale entre la société Tchalco et les communautés impactées par son exploitation dans la localité de Boffa. Robert Sidi Torno et Mohamed Yansane reviennent sur les moments forts de cette finale. Pendant 2 semaines, 8 équipes issues des communautés impactées par l'exploitation de la société Tchalco ont compéti au compte de ces tournois de la fraternité. La finale de ces tournois, premier déjà dans la localité, a opposé au stade préfectoral de Boffa l'équipe de la sous-préfecture de Kolia en maillot gris et celle des vétérans en bleu. Après 90 minutes d'explication et de fair play, c'est l'équipe de Kolia qui a remporté ses premiers trophées sur le score d'un but à 0. On n'a pas eu le trophée, mais cela ne dit pas qu'on n'a pas joué. L'équipe a joué, mais il n'y a pas de but. On a joué, on a fourni l'effort. Le meilleur de nous-mêmes pour notre formation. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du tournoi. C'est Boffa qui gagne. Pour les initiateurs, le tournoi avait pour but de renforcer davantage les liens de fraternité entre la société Tchalco et les communautés impactées par son exploitation. Je suis content de l'union entre les jeunes de Boffa. Parce qu'avant tout, l'objectif principal, c'est ça, retrouver la jeunesse de Boffa autour d'un même idéal, celui du football. Un facteur d'unification. Vraiment était une très belle organisation, une organisation de taille et qui a vu vraiment des jeunes talents s'exprimer avec un esprit de fair play. Et c'est tellement important que je pense après ce tournoi, cette amitié va continuer. Cette rencontre sportive a été marquée par la remise du trophée à l'équipe victorieuse. Plusieurs autres prix ont été attribués aux participants qui se sont distingués lors du tournoi. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis.